Bonsoir à vous chers téléspectateurs à la maison. C'est avec un plaisir incommensurable que nous vous retrouvons en direct de MyTV Channel ce jeudi 16h30 18h30 dans le cadre de notre rendez-vous hebdomadaire, votre programme éducatif, le rendez-vous des entrepreneurs. Après bien sûr une petite pause liée aux célébrations des fêtes de fin d'année, c'est avec le cœur gonflé, avec une joie débordante que nous nous retrouvons ici cet après-midi pour cette balade au cœur des problématiques liées à l'entrepreneuriat. En espérant que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année, permettez-moi, mesdames et messieurs, vous à la maison, au nom de toute l'équipe de production du rendez-vous des entrepreneurs, de vous présenter nos souhaits de bonne et heureuse année 2022. Que cette année soit une année d'accomplissement, une année de réalisation, une année pendant laquelle vous allez véritablement vous positionner et réaliser tous vos projets. Quant à nous, mesdames et messieurs, nous sommes fidèles au poste. Une nouvelle année, plein de perspectives, plein d'ambitions, mais surtout beaucoup d'experts qui viendront ici tous les jeudis vous aider, vous, les petites et moyennes entreprises, les très petites entreprises, mais surtout vous qui êtes déjà des entrepreneurs aguerris, des entrepreneurs avertis. Vous donner les clés, vous donner les éléments, vous donner les astuces, vous permettre de ne pas tomber dans les pièges, vous aider à véritablement réussir votre projet entrepreneurial. Nous ne saurons commencer cette émission, mesdames et messieurs, sans souhaiter joyeux anniversaire à certaines personnes qui, tout au long de l'année passée, se sont illustrées positivement. Ce sont des fidèles téléspectateurs, mais c'est surtout également des futurs partenaires du programme. Je vais commencer comme cela à remercier le top management de la chaîne de télévision MyTV Channel qui nous offre cet espace de diffusion qui nous permet, mesdames et messieurs, tous les jeudis de pouvoir vous accompagner dans le cadre de cette émission. Donc, je vais donc dire bonne année à M. Yannick Mbarga, sans oublier l'équipe technique avec bien sûr à sa tête Alex qui est là tous les jeudis, qui ménage aucun effort pour que vous ayez un rendu de qualité à la maison. Donc à eux, je vais dire Happy New Year, bonne année, que de belles choses. Je n'oublie pas Joël et je n'oublie pas toutes les autres personnes qui sont dans l'ombre mais qui également travaillent ardemment au quotidien pour que tout se passe dans de très bonnes conditions. On va dire également bonne année à un partenaire fidèle, un fidèle téléspectateur qui est toujours au rendez-vous tous les jeudis à partir de 16h30. Il s'appelle Karim, il est entrepreneur, il est propriétaire ou alors promoteur de la maison de couture Albarka. C'est situé du côté de la rue Manguier au niveau du snack bar Malibu. Si on est aussi bien vêtu cet après-midi, ce sont les œuvres de Karim. Alors, on va dire bonne année à Karim et le remercier pour cette très belle tenue qu'il nous a offerte pour la bonne année. Alors, Albarka à la maison, bonne année à toi et à toute ton équipe. Alors, chers téléspectateurs, vous à la maison, vous venez de vous installer. C'est le rendez-vous des entrepreneurs qui fait sa rentrée. Ceci étant, mesdames et messieurs, le décor étant planté, on se retrouve juste derrière la transition pour prendre la première articulation de l'émission. De retour sur le plateau du rendez-vous des entrepreneurs, mesdames et messieurs, comme je le disais tantôt, c'est avec le cœur plein de joie que nous commençons cette année 2022 et nous vous promettons des sujets alléchants, des experts hautement qualifiés. Et dans le cadre du programme de cet après-midi, nous allons recevoir une personne véritablement aguerrie dans son domaine, mesdames et messieurs. C'est un expert comptable, diplômé en expertise comptable de l'INTEC de Paris et de l'Académie des Hautes de Nantes. Voilà, il a fait ses études du côté de Paris et de Nantes. Et il est enseignant de comptabilité et fiscalité, audit et finance. Et il est également directeur général du cabinet gestion et conseil. Il sera avec nous dans la deuxième partie de l'émission pour débattre sur le sujet qui est au menu du jour. Il s'agira pour nous cet après-midi de parler des actions post- et ante-création d'entreprise.
Vous avez bien compris, mesdames et messieurs, dans cette émission cet après-midi, nous allons parler de ce qu'il faut faire avant de créer son entreprise. Quelles sont les actions à mener avant la création de son entreprise? Pour passer de l'idée au projet, il y a des préalables. Et quels sont ces différents préalables? Nous allons en discuter avec notre expert comptable qui va nous retrouver tout à l'heure en deuxième partie d'émission. Dans le thème également, il s'agira de parler des actions à prendre après la création de l'entreprise. Ah oui, vous êtes passé de l'idée au projet. Le projet a été mis sur pied. Quelles sont donc les actions qu'il faut prendre, qu'il faut mener après la mise sur pied de son entreprise pour que l'entreprise se pérennise dans le temps, pour qu'au bout d'une année, qu'elle ne soit pas fermée? Quelles sont donc ces différentes actions à prendre? Ce sera avec notre invité, je rappelle, il s'appelle M. Talagui. Il est diplômé en expertise comptable de l'INTEC de Paris et de l'Académie de Nantes. Enseignant de comptabilité, audit et finance, directeur général du cabinet gestion et conseil. Avec lui, nous allons faire le tour de la question, mesdames et messieurs. Et je vous le dis déjà, la ligne est ouverte. Vous, à la maison, vous pouvez déjà nous envoyer vos différentes préoccupations. Posez-nous des questions sur le sujet qui est posé sur la table cet après-midi. Que faut-il faire avant de créer son entreprise? Que faut-il faire après avoir créé son entreprise? Si vous avez des indices, si vous avez des informations, parce que je sais qu'à la maison, il y a des experts qui nous regardent, il y a des entrepreneurs qui nous regardent, partagez votre savoir et votre savoir-faire avec nous. Édifiez toutes ces personnes-là qui sont encore au niveau de l'étape de l'idée. Aidez ces jeunes-là qui ont déjà lancé l'entreprise mais qui sont butés à des difficultés. Vous êtes à la maison, vous avez des propositions, vous avez des préoccupations, vous avez des questions, vous voulez contribuer à l'émission, c'est simple. Vous nous envoyez vos contributions par SMS ou alors par WhatsApp. Le numéro de téléphone va s'afficher tout à l'heure. Je rappelle la thématique du jour, les actions post et ante-création d'entreprise. Nous en discuterons tout à l'heure avec notre expert qui sera des nôtres pour véritablement rentrer de plein pied dans le sujet. Je voulais également préciser, bonne année oblige, en envoyant vos questions, en envoyant vos participations. N'oubliez pas à la fin de votre message de souhaiter bonne année à une ou deux personnes. Nous allons prendre sur nous de lire votre message à l'antenne. Alors, posez votre question par rapport à la thématique qui est à l'ordre du jour. À la fin, vous signez votre message en souhaitant bonne année et bien sûr, n'oubliez pas de mettre votre nom. Je rappelle la thématique, les actions post et ante-création d'entreprise. Ce qu'il faut faire avant la création de son entreprise, ce qu'il faut faire après la création de son entreprise. Vous avez une idée, vous avez une question, vous avez une préoccupation. Envoyez-nous votre message par SMS ou par WhatsApp. Mais surtout, n'oubliez pas de souhaiter bonne et heureuse année à une ou deux personnes. Nous allons le lire à l'antenne. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes dans la mouvance de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons des délégations qui viennent au Cameroun. Ils sont déjà, pour ceux qui sont déjà là, bien installés dans leurs différents hôtels. Ce qu'il nous reste à faire dans le cadre du rendez-vous des entrepreneurs, en plus de leur parler de l'entrepreneuriat, mais surtout de leur souhaiter la bienvenue. Parce que le Cameroun est réputé pour être l'un des pays les plus hospitaliers au monde. Et quoi de mieux que de leur souhaiter bienvenue en musique. Et exceptionnellement, dans le cadre du rendez-vous des entrepreneurs, nous allons prendre une chanson de condition pour souhaiter la bienvenue à tous ces nombreux étrangers qui foulent la terre de Mbappé Lépée, de Samuel Eto'o, de Roger Mila, de Yannick Mbarga, d'Alex et autres. Écoutez cette très belle chanson qui nous est proposée par l'artiste Ben Martins. C'est simplement pour souhaiter Yayato à tous ceux qui viennent au Cameroun. On se retrouve juste derrière. Yayato, Ben Martins. Une grande joie et
Mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de bonheur que je vous proposais cette chanson de Ben Martins. À mon avis, mesdames et messieurs, je pense que c'est l'une des plus belles célébrations pour accueillir nos différents invités. Vous savez, la Coupe d'Afrique a 24 équipes. C'est une première dans l'histoire du football africain, et ils seront tellement nombreux au Cameroun, et il faut bien leur montrer que nous sommes une terre d'hospitalité, une terre d'accueil, une terre où il fait bon vivre. Et on va dire merci, un merci particulier à l'artiste Ben Martins qui est allé au-delà du chauvinisme, au-delà de célébrer les lions indomptables en tant que Camerounais, mais il a pensé que c'est la Coupe d'Afrique, c'est une messe du football africain, ça ne concerne pas seulement le Cameroun. Et il a bien fait d'ouvrir cette chanson qui, le Cameroun représenté dans sa multiculturalité. Vous avez pu voir des pas de danse de toutes les aires culturelles du Cameroun. En moins de 4 minutes, il nous a baladé dans les culturelles soudano-sahéliennes, dans les culturelles Fambeti, sans oublier bien sûr les culturelles Grassfield et les culturelles Sawa. Je pense que les délégations, comoriennes déjà au Cameroun, gabonaises, sénégalaises et autres, et toutes les délégations qui sont déjà au Cameroun, partout où ils ont sûrement regarder cette vidéo et ils sont très contents, et ça annonce déjà l'ambiance, ça pose déjà ce qu'il va se passer à partir de dimanche prochain. On va donc dire merci à cet entrepreneur culturel qui est Ben Martins, parce qu'il faut dire que la musique également, investir dans la musique, c'est de l'entrepreneuriat. Bon vent à lui, et vivement que cette chanson puisse être écoutée, jouée et chantée partout. Quant à nous, mesdames et messieurs, et chers téléspectateurs à la maison, une fois de plus, soyez la bienvenue dans votre espace réservé aux futurs entrepreneurs, aux PME et aux TPE. Vous savez, on n'a plus besoin de le rappeler, l'entrepreneuriat est un modèle de l'économie nouvelle. Nous sommes à l'ère de la libéralisation et le secret de la réussite réside dans l'entrepreneuriat. Les dispositions, que ce soit sur le plan institutionnel, ont été mises pour inciter, encourager les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et nous avons pensé mettre sur pied ce programme éducatif pour permettre à tous ces jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat d'avoir quelques clés, quelques outils, quelques petits éléments qui vont leur permettre de ne pas tomber dans certains pièges. Parce que, vous le savez, les statistiques le prouvent, la plupart des entreprises au Cameroun ont une durée de vie très déterminée. Et c'est dommage. C'est dommage. Une entreprise doit se pérenniser. Alors, comment est-ce qu'une entreprise doit se pérenniser? Il y a des préalables. Et cet après-midi, nous avons une thématique que nous avons choisi de discuter avec vous à la maison. Quelles sont les actions à mener avant de mettre sur pied une entreprise? Alors, lorsque vous avez une idée de projet, vous voulez vous lancer dans la résolution d'un problème, d'une problématique sociétale, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on se lance dans l'entrepreneuriat comme ça? Il y a des techniques, il y a des préalables, il y a un ensemble d'informations qu'il faut recueillir, il y a des données. Et lorsqu'on a mis sur pied ce projet, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le tout, c'est d'ouvrir une entreprise? Alors, si à la maison, vous avez des informations, vous avez des indices, partagez avec nous. Et partagez avec ceux qui n'ont pas toutes les informations comme vous à travers le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran. Envoyez-nous vos messages, vos préoccupations, vos suggestions. Et je vous l'ai dit, n'oubliez pas de signer vos messages en souhaitant une bonne année à une ou deux personnes. Nous allons lire cela. Et je l'annonçais tout à l'heure, nous avons convié ici sur le plateau une personne outillée, une voix autorisée, un expert en la matière qui va nous aider, mesdames et messieurs, à bien sûr comprendre la thématique que nous avons choisie cet après-midi. Alors, on va l'introduire à l'instant, mais d'abord, je vais me tourner vers la technique pour demander à notre réalisateur de nous mettre la pensée du jour, et juste derrière, nous accueillons notre invité. Merci.
retour sur le plateau du rendez-vous des entrepreneurs, mesdames et messieurs, votre émission socio-éducative de formation et d'information. Cette émission qui s'est donnée pour ambition et vocation de vous donner des clés, des outils pour vous permettre de réussir votre projet en entrepreneurial. Dans le thème d'émission, je vous annonçais notre problématique qui porte sur les actions post et ante-création d'entreprise. Ce qu'il faut faire avant de se lancer dans la création de l'entreprise, mais surtout ce qu'il faut faire lorsqu'on a déjà créé son entreprise. Et pour débattre sur cette thématique, mesdames et messieurs, nous avons un invité que nous avons convié sur ce plateau cet après-midi. Mais avant cela, on prend notre pensée du jour. On va entrer avec la pensée du jour. Cette pensée du jour qui est de Thomas Edison qui dit, je cite, « La valeur d'une idée réside dans son utilisation ». Je répète avec la complicité de la technique, la valeur d'une idée réside dans son utilisation. Cette pensée est signée Thomas Edison. Mesdames et messieurs, je me tourne à l'instant vers notre invité. Il s'appelle Talla Guy. Il est diplômé en expertise comptable de l'INTEC. Il va corriger peut-être tout à l'heure si je me suis égaré à un niveau de Paris et de l'Académie de Nantes. Il est enseignant de comptabilité, fiscalité, audit et finance et il est également directeur général du cabinet gestion et conseil. Alors, monsieur Talla Guy, bonsoir et bienvenue sur le plateau du rendez-vous des entrepreneurs. Bonsoir, monsieur Armstrong, et merci de m'avoir passé la parole. Merci également de m'avoir invité sur ce plateau ce jour. Voilà. On va dire bonne année. Bonne année. Les civilités nous l'imposent. Tout à fait. Alors, vous avez passé des très bonnes fêtes de fin d'année? Je dirais oui. Alors, vu que Dieu nous a gardés jusqu'ici, si nous sommes là aujourd'hui, c'est que l'année n'a pas aussi mal commencé. Grâce pour cela. Tout à fait. Alors, pendant les fêtes de fin d'année, qu'est-ce que M. Talla Guy a fait? Pendant les fêtes de fin d'année, bon, je suis marié, bon, j'ai 2 enfants. Donc j'ai essayé juste de mettre ma petite famille à l'aise. Donc je les ai amenés un peu à Yafé, comme on le fait partout d'ailleurs. Voilà. Voilà. Donc, du coup j'ai essayé de fournir tout ce qu'il fallait, voilà, et tout ce qu'il fallait, n'est-ce pas, pour qu'ils soient à l'aise. Et j'ai aussi sacrifié un peu de temps, vu que j'étais un peu en vacances en même temps. Donc, pour qu'on puisse aussi rester en famille et du coup, comme souvent dit au quartier, fais-toi, même ce n'est pas le thème à utiliser ici. Voilà. Ensemble. Alors, je vais demander à la technique de me rassurer que le micro de notre invité, voilà, ça passe très bien. Voilà. Alors, monsieur Talla Guy, dans votre présentation, je vous ai vu faire des grands gestes. Alors, à quel niveau est-ce que je vous ai retiré un grade ou alors je vous ai augmenté un grade? Oui, au fait, il y a un grade qu'on m'avait augmenté, il faut que je retire pour que les pères ne se fâchent pas. Honnêteté intellectuelle. Tout à fait. Donc, du coup, je suis en fin du second semestre d'expertise comptable de l'INTEC de Paris. À travers l'ONECA, l'Ordre national des experts comptables, n'est-ce pas, qui est l'école qui nous lie à l'INTEC de Paris, qui est une école que nous faisons en ligne. Voilà. Alors, pour ceux qui ne maîtrisent pas bien le process, alors est-ce que vous pouvez restituer à nos différents téléspectateurs, peut-être des futurs experts comptables comme vous, quel est le process? Vous dites que vous êtes en fin de premier cycle. Alors, comment se passe le processus pour arriver à être véritablement expert comptable? Tout à fait. Monsieur, le processus, il est simple. N'est-ce pas, il y a plusieurs chemins pour arriver à l'expertise comptable. Oui. L'expertise comptable, n'est-ce pas, d'après le cursus que nous suivons, est français. Donc, le cursus, il est simple. Vous pouvez entrer, n'est-ce pas, après votre bac, n'est-ce pas, en fait, vous pouvez intégrer au premier cycle d'expertise comptable, s'il faut que je le dise comme ça, après votre baccalauréat. Peu importe la série que vous avez fait, AD, peu importe, parce que les Français, ils acceptent toutes les séries. Toutes les séries, oui. Et du coup, vous pouvez entrer, et de là, vous avez 3 ans si vous suivez un cursus normal. Dans quelle école supérieure? L'école, université simple. Au fait, au Cameroun, déjà, n'est-ce pas, l'INTEC de Paris s'est fait représenter à travers l'Ordre national des experts comptables du Cameroun qui est à Bastos, Bastos, l'ONECA. Donc, du coup, c'est par là qu'il faut aller. C'est l'école qui est recommandée. Donc, lorsqu'on veut, sans te couper, lorsqu'on veut engager une carrière qui va nous mener vers l'expertise comptable, après son baccalauréat, toutes séries confondues, on doit aller à l'ONECA. L'ONECA, tout à fait. On ne va pas en éclater, on ne va pas asseoir. Au fait, nous allons y arriver, il y a d'autres chemins. Mais c'est le chemin principal, celui-là. Donc là où on y va, on a 3 ans si on suit un cursus normal. On a 13 unités d'enseignement validées. 13 unités avec, sans avoir aucune autre inférieure à 6 suivants. Il faut bien insister, sans avoir une note inférieure à 6 suivants. Et dans la mesure où nous avons une note inférieure à 10 suivants, il faudra moduler, c'est-à-dire qu'il faudra avoir 13 unités d'enseignement et
peut-être par exemple 7 à une autre pour que ça fasse 20 pour pouvoir moduler. Et aussi, voilà, donc quand vous finissez le premier cycle d'expertise comptable, n'est-ce pas, après vous vous lancez au second cycle, n'est-ce pas, au cours duquel vous devez valider encore 7 matières. Donc le premier cycle s'arrête après, au terme de 3 ans. 3 ans. Le second, c'est 2 ans. Donc ça suit le processus licence master, LMD, voilà. Les licences master et doctorat d'université. Et après les 2 années du second cycle maintenant, vous vous lancez, n'est-ce pas, au 3e cycle, qui est le stage d'expertise comptable. Qui sera bouclé, n'est-ce pas, par un soutien du mémoire du DEC, du diplôme d'expertise comptable, qui se fera en France, c'est-à-dire à Paris même. Mais du coup, de là, vous devenez expert comptable, mais vous ne pourrez pas encore avoir à exercer en tant que tel, parce qu'il faut des agréments. Il faudra revenir pour pouvoir, n'est-ce pas, chercher à obtenir l'agrément CEMAC. Parce que l'agrément CEMAC, une fois l'agrément CEMAC obtenu maintenant, il faudra maintenant chercher à avoir l'agrément ONECA pour être plein. Mais ça signifie que c'est un long processus pour devenir expert comptable. C'est très long, parce que aussi les unités d'enseignement que nous validons sont aussi complexes. C'est facile, mais c'est complet. Il faut beaucoup étudier parce que chaque cours est organisé en 4 séries, 4 livres qu'on appelle les séries. Donc du coup, la série la plus faite, la moins volumineuse, s'il faut que je dise ainsi, est d'environ 280 pages. Sinon, il y a des séries de 800 pages. C'est-à-dire, en fait, il y a des cours, des études d'enseignement de 800 pages dans les 4 séries. Il faut tous les intégrer. Alors, c'est quoi un expert comptable véritablement? Parce qu'on entend, c'est des titres, je ne vais pas dire pompeux, mais expert comptable, c'est quoi? Parce que nous sommes là pour éclairer la lanterne de tous ceux qui nous regardent. Donc, installez-vous bien à la maison. Nous avons la chance d'avoir un enseignant sur le plateau. Alors, un expert comptable, c'est quoi? Au fait, n'est-ce pas, monsieur Armstrong, un expert comptable, c'est juste celui-là qui est chargé de réviser les comptes des entreprises. C'est celui-là qui est chargé, en fait, c'est celui qui accompagne les entreprises sur tous les plans. Parce qu'un expert comptable suit une formation comptable, fiscale, juridique, bref, il est presque managérial, il est complet. Donc, il suit les entreprises. Les entrées, les comptes, il suit l'entreprise sur le plan comptable, sur le plan fiscal, les impôts, sur tous les plans, sur le plan fiscal, sur le plan de la paie et des cotisations sociales. Et aussi, à la demande des entreprises, où sont la loi, dans certains cas, il y a aussi des missions d'audit et des commissariats au compte. C'est-à-dire, c'est quoi une mission d'audit? C'est une mission, n'est-ce pas, sur laquelle le professionnel de l'expertise comptable agissant soit en tant qu'expert comptable pour des missions de contrat, pour des missions dont le contrat n'est pas, n'est-ce pas, forcément légal, comme les commissaires qui est imposé par la loi pour certains types d'entreprises, à juste réviser les comptes et rédiger un certain rapport pour dire, n'est-ce pas, aux associés de ces entreprises. Actualité oblige, nous avons suivi à la FECAFOOT le nouveau président Samuel Eto'o ourdir un audit. Oui, tout à fait, voilà. Tout à fait. Il est question donc à travers cet audit-là, comme je disais tantôt, n'est-ce pas, il veut que l'expert comptable en fait vienne essayer de clarifier sur la situation réelle, n'est-ce pas, des immobilisations d'une part, de la trésorerie. Et aussi du résultat, n'est-ce pas, de la FECAFOOT avant la prise de fonction de Samuel Eto'o. Mais le mot audit fait souvent beaucoup peur. Oui, lorsqu'on entend audit, on pense directement à la prison. Non, pas toujours. Est-ce que c'est vrai? Il faut peut-être clarifier. Oui, l'audit, l'expert comptable, lorsqu'il... Et je voulais préciser, vraiment, nous sommes en direct. Si vous voulez participer à l'émission, c'est juste par SMS ou alors par WhatsApp. Posez vos questions par rapport à la thématique. Le numéro ne bouge pas, il reste figé à l'antenne avec la thématique. Donc, pas d'appel, je vous en prie. Ok, merci, monsieur Antoine. Donc, l'audit, c'est quoi? C'est juste une mission à travers laquelle l'expert comptable, le commissaire concernant le type d'émission, intervient, n'est-ce pas, pour donner son avis. N'est-ce pas, sur la situation financière d'une structure. C'est-à-dire, il essaie, d'après les méthodes, n'est-ce pas, la profession, qui sont bien, n'est-ce pas, définies. Donc, si l'entreprise est bien gérée, si elle est bien gérée, si elle n'est pas déficitaire, tout à fait. S'il n'y a pas des excédents, au fait, s'il n'y a pas de détournements, si les valeurs, peut-être des actifs, c'est-à-dire des immobilisations qu'on dit être au bilan, si ces immobilisations existent réellement, parce qu'il y a aussi ce qui fait qu'on appelle le contrôle d'existence. C'est-à-dire, est-ce que tout ça existe? Est-ce que la trésorerie, l'argent qu'on dit être dans les caisses ou à la banque, est-ce que c'est réel? Absolument. Parce qu'il y a aussi, n'est-ce pas, ils essaient un peu de vérifier aussi la consistance, la réalité, n'est-ce pas? Si ce n'est pas le blanchiment d'argent, par exemple. Et aussi, à la fin de sa mission d'audit, n'est-ce pas, qui touche tous les aspects d'entreprise, la paie, le personnel, est-ce que le personnel est recruté aussi, n'est-ce pas, les règles, n'est-ce pas, à respecter la procédure de recrutement? Tout à fait, bref. Est-ce que parce que le commissaire ou l'expert comptable qui intervient dans le cadre d'un audit, n'est-ce pas, c'est ce qu'on appelle le manuel des procédures, n'est-ce pas? C'est un document qui a été écrit pour dire comment l'entreprise doit fonctionner.
Donc ça veut dire que... Donc du coup, il vérifie est-ce que tout le monde a respecté ce qui a été dit. Une sorte de commissaire au compte. Tout à fait. L'audit, en fait, c'est un peu ça. Donc il n'y a pas d'audit sans manière de procéder. Sans manière de procéder. Parce que tout le personnel d'entreprise est supposé, n'est-ce pas, suivre ce manière possible pour bien travailler. Pour bien travailler. Donc du coup, l'auditeur vient d'essayer de voir est-ce que tout le monde a travaillé selon. Ça veut dire que vous avez une position assez stratégique. Ça veut dire que vous n'êtes pas exposé à des tentations. Si on vous appelle pour faire un audit. Alors, du coup, il y a ce qu'on appelle. Comment est-ce que vous faites? Il y a la déontologie. Absolument. Il y a ce qu'on appelle l'indépendance. Indépendance. L'impartialité. C'est pour ça que même dans. Vous avez aussi un serment d'Hippocrate. Les médecins ont un serment d'Hippocrate. Vous, est-ce que vous avez un serment que vous. À la sortie, par exemple? Logiquement, prêtez serment. Vous prêtez serment. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc, on procède comme les notaires ou tous les avocats, comme vous l'avez dit, les médecins. Donc, du coup, il y a la déontologie qu'il faut respecter. Il y a l'indépendance. Parce que lorsque un expert comptable ou un commissaire comptable intervient, n'est-ce pas, lors d'une mission, au lieu de donner, n'est-ce pas, le chiffre exact ou bien le rapport exact, on va dire ça comme ça, de ce qu'il a relevé comme anomalie, il donne plutôt un rapport inverse. Donc l'entreprise ou bien les personnes qui l'ont appelé pour effectuer ce travail peuvent demander encore à un autre expert comptable une contre-expertise. C'est permis. Et si le rapport est différent, ils peuvent encore demander un troisième. Si le rapport du troisième, c'est le rapport du deuxième. Ça me rappelle l'initiative Survival du leader politique du MRC, Maurice Kamto. Par exemple, voilà. Je crois qu'il y a eu des expertises et des contre je crois des expertises. Tout à fait, sur les fonds Covid. Sur les fonds Covid, c'est un peu ça. Absolument. Voilà, donc du coup, et après maintenant, si on voit que les conclusions des deux experts comptables concordent et que le premier et qui s'éloigne en fait du rapport du premier, il y a un problème. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va essayer de remettre en cause l'expertise, les travaux du premier et du coup voir où tout le débat se passe. Alors je te fais une confidence, je mangeais quelque part très récemment et il y avait un monsieur d'un âge déjà quand même avancé mais pas très avancé qui est du même corps que vous et il semblait me dire que c'est vraiment pas facile d'être expert comptable au Cameroun. Que c'est vraiment c'est le chemin du combattant. Alors est-ce que tu corrobores cette dit ou alors c'était juste une vue de l'esprit? Bon, je vais corroborer vu que pour ne pas donner de nom ici, nous sommes sur le plateau. Il y a une dame, je prends un cas de système, il y a une dame, n'est-ce pas, qui avait créé une société BTP avec son époux. Bon, du coup, les deux ont divorcé. L'époux gérait sans toutefois verser ce qu'on appelle les dividendes. C'était une salle. Un peu pendant les salles, chaque année, il faut que les associés se partagent des dividendes. Donc le monsieur, la société à responsabilité limitée, voilà. Donc la dame était associée et détenait au capital hauteur 15%. L'homme détenait le reste, je crois 85%. Donc lorsqu'ils ont divorcé, l'homme a voulu, n'est-ce pas, depuis la nuit, depuis toujours, la femme ne s'intéressait pas disant ce patrimoine familial. Mais quand le divorce est intervenu, la femme a demandé à ce qu'on rappelle tous ces 10 ans pendant 5 ans. Donc, et du coup, il fallait faire un audit. On a interpellé un papa que je connais bien, expert comptable, il a diplômé. Il a plus de 20 ans de service, d'expérience, voilà. Donc du coup, il a fait un rapport que moi j'ai eu à voir, n'est-ce pas, en faveur du mari qui a payé une certaine somme que je ne peux pas dire ici. Donc du coup, pour au Cameroun, c'est pas évident. C'est pas évident. On se noie un peu comme ceci et du coup, il n'y avait pas de preuve qu'on puisse attraper. Alors pour sortir sur la question de l'expertise comptable, qui n'est pas le sujet principal du jour, alors vous allez regarder votre caméra et donner un petit conseil avant qu'on vienne à la phase des questions. Je rappelle, la ligne est déjà ouverte. Envoyez-nous vos questions sur les sujets qui vont être discutés tout au long de cet après-midi. Je rappelle, le sujet principal, c'est les actions à mener avant la création de l'entreprise et après la création de l'entreprise. Si vous avez des questionnements autour de cette problématique, n'hésitez pas à envoyer vos questions par SMS ou par WhatsApp. Profitez également pour souhaiter bonne année à 2 personnes autour de vous. N'oubliez pas, vous mettez votre nom et vous souhaitez bonne année à 2 personnes, sans oublier de poser la question à monsieur Guy Tala qui nous fait l'amitié d'être là cet après-midi. Alors je disais donc tantôt que vous regardez votre caméra et à ces jeunes qui voudraient embrasser la carrière d'expert comptable, qu'est-ce que vous pouvez leur dire déjà de prime abord comme ça, en termes de conseils, de mise en garde ou alors je ne sais pas quoi. Vous êtes enseignant. Tout à fait. En fait, le seul conseil que je peux leur donner, c'est d'y croire, s'ils veulent se lancer, qu'ils croient, ils font de ça leur projet de vie. Projet de vie. Et qui se lancent, n'est-ce pas, avec
avec tout leur cœur et qui s'y mettent et qui comprennent que le chemin est long et les études aussi ne sont pas aussi faciles. Voilà. Et qui comprennent aussi qu'ils devront se concentrer beaucoup plus dans leurs études que dans la vie active. Dans la vie active. Voilà, donc du coup, c'est difficile de mélanger l'expertise avec autre chose. Ça se fait, mais c'est difficile. Donc ils doivent juste se concentrer entièrement sur l'expertise. Donc il faut faire beaucoup de sacrifices. Oui, tout à fait. Il faut bien qu'ils aient des financements. Parce que pour ce qui est n'est-ce pas, du coût, c'est pas aussi catholique, il est élevé. Parce qu'à l'ONECA, par exemple, une unité d'enseignement s'inscrit à 300 000. Et si vous prenez 4 pour une année, vous allez payer 1 200 000. Waouh! Vous voyez, du coup, et si vous avez une autre info à 6 suivant, l'année prochaine, vous venez vous réinscrire à une unité d'enseignement. Bon, la fameuse question à 0 francs que tout parent que je suis poserait, c'est de savoir les débouchés. Ok, mais pour ce qui est des débouchés déjà, n'est-ce pas, M. Armstrong, ils sont nombreux. Après avoir fait un investissement pareil. Tout à fait, voilà. Après avoir bouclé souvent sur d'expertise comptable, déjà, vous pouvez être sollicité par les grands cabinets internationaux en matière d'outils de commissaires compte, tels que KPMG, Maza, vous avez Price et autres, où vous pouvez faire carrière peu facilement et vous donner un salaire quand même qui n'est pas qui sera quand même consistant pour vivre d'après l'étude que vous avez fait. Et aussi, vous pouvez finir l'expertise, vous lancer votre propre compte ou vous associer avec d'autres personnes. Bon, on va résumer ça. Lorsque la première débouchée, c'est déjà, même étant en formation, être sollicité par des boîtes, des entreprises pour faire des expertises comptables. Tout à fait, pour être collaborateur dans les cabinets. Et avoir un salaire quand même assez, par exemple, combien? Bon, au Cameroun quand même. Chiffres, hein? Bon, oui, bon, au Cameroun, j'ai des amis quand même qui sont, bon, qui sont quand même chez certains grands, chez certains, dans des Big Four, ça comme ça, les 5 plus grands cabinets d'expertise du monde. Donc du coup, comme KPM, j'ai un ami qui est là-bas, lui il a 700 000. Bon, parlons des petites entreprises. Maintenant, pour les petites entreprises, vous connaissez comment le Cameroun se porte, donc du coup, il ne peut pas s'en sortir en tant que tel. Mais sinon, il y a des projets financés par la Banque africaine de développement, par la Banque mondiale. Il y a également les ONG qui payent bien les experts comptables. Ils peuvent avoir 1 million et plus même. Donc vous pouvez, 1 million 5. Donc vous encouragez les jeunes à choisir cette carrière. Tout à fait. Moi je les encourage qu'à l'époque, quand j'ai le bac, moi j'étais à Soie. Donc du coup j'ai une licence en gestion et une maîtrise en gestion avant de me lancer. Avant de recommencer en première année. Donc du coup c'est où je vais arriver, qu'il y a d'autres chemins pour, n'est-ce pas, arriver à l'expertise comptable. On peut également passer par l'université. Ayant des diplômes d'université d'État au Cameroun, on peut bénéficier des dispenses. Quand vous avez fait peut-être gestion, ou sciences économiques. Donc, du coup, j'ai bénéficié de certaines dispenses pour avancer. Pour avancer directement. Donc, commencer peut-être à partir du deuxième cycle. Tout à fait. Bon, le premier cycle, tout le monde commence au premier cycle. Même si vous êtes docteur. Vous commencez au premier cycle. Parce qu'il y a des unités d'enseignement que les Français n'aiment pas dispenser. Il y a droit des sociétés, droit fiscal. Et droit société, droit fiscal et... Des entreprises? Oui, tout à fait. Le droit fiscal, il y a le droit social. Oui, ne dispense pas ça. Même si vous êtes docteur, à moins si vous avez eu doctorat dans une université d'Europe ou française, voilà, reconnu dans la liste des dispenses. Voilà, mesdames et messieurs, vous faites bien d'être parmi nous cet après-midi. Vous regardez à l'instant le rendez-vous des entrepreneurs. Vous êtes déjà très nombreux à vous bousculer à la maison. Cela se ressent à travers les nombreux messages qui nous parviennent dans notre répondeur. Je rappelle, nous avons sur le plateau Monsieur Guy Talla. Il est expert comptable, on peut le dire déjà ainsi. Et il est en second cycle, c'est ça, fin du premier cycle de l'INTEC de Paris et de l'Académie de Nantes, enseignant de comptabilité, fiscalité, audit et finance et directeur général du cabinet gestion et conseil. On en parlera tout à l'heure avec lui. Nous débattons sur la question des actions à mener avant et après la création d'entreprise. Posez vos questions par SMS, faites-nous les parvenir par SMS ou par WhatsApp. Nous allons en discuter. Alors, si vous êtes déjà un expert aussi en question d'entreprise, donnez-nous vos suggestions. On va en discuter avec notre expert qui est là ce soir. C'est un partage, c'est un échange. C'est ça le rendez-vous des entrepreneurs. Alors, sans transition, Monsieur Guy Talla, nous parlons cet après-midi des actions post- et ante-création d'entreprise. Pour commencer, c'est quoi une entreprise? Une entreprise déjà... Pour parler terre à terre, parce que pour que tous ceux qui nous regardent puissent véritablement comprendre. Madame Nabay Amselam, il faut dire que dans nos précédentes émissions, Larissa, notre consultante permanente, aime souvent à dire que l'entrepreneur n'est pas le commerçant. Donc il y a une grosse différence entre un commerçant et un entrepreneur. Je ne sais pas si vous partagez cet avis. Je suis d'accord. Alors c'est quoi une entreprise? Une entreprise, en termes très simples, n'est-ce pas, est une organisation, n'est-ce pas, qui peut être personne physique ou morale, n'est-ce pas, qui regroupe en son sein
le capital, c'est-à-dire le capital humain, capital financier, n'est-ce pas, et qui essaie d'assembler tout cela pour produire des biens et services qui peuvent être marchands ou non marchands. Mais du coup, je préfère que nous restions dans les biens marchands parce que c'est plus facile. C'est très simple. Donc, c'est juste, n'est-ce pas, un ensemble de moyens qui est mis sur pied au sein d'une organisation ou même pas une organisation afin de produire des biens et services marchands ou non marchands. Bon, du coup, c'est quoi les services marchands? Ouais, service marchand, c'est un service qu'après, n'est-ce pas, l'avoir produit, on met sur le marché. Comme par exemple, je vais prendre un exemple simple. On a peut-être le Blue de Eneo, le service Blue de Eneo qui sont en train de vendre sur le marché. Donc, on fabrique un produit après étude, parce qu'on ne fait pas un produit au hasard, on se rassure qu'on a un site bleu, il y a un site qui pourra, n'est-ce pas, être intéressé, identifier les besoins et tout, on concocte un produit, on essaie de vendre sur le marché. Et aussi, en matière de produits, il y a des services dont j'énonce là tout à l'heure, on peut aussi avoir des biens, n'est-ce pas, des biens qui peuvent être aussi produits par l'entreprise. Comme peut-être, si on va au brasserie, peut-être à Guinness, l'alcool par exemple, le savon, le sucre et tout le reste, ça ce sont des produits aussi qui sont marchands. Ça ce sont des biens marchands. Voilà. Donc vous avez cette définition assez brève, précise et concise de l'entreprise. Nous allons prendre le premier volet de la thématique qui consiste à parler des actions post-création d'entreprise. Je pense que là nous sommes encore au niveau de l'idée, de projet. Alors nous sommes à l'idée de projet. Quelles sont les actions que celui qui a été inspiré doit véritablement poser? Quelle est la procédure, la démarche qu'il doit adopter avant de se lancer véritablement à la matérialisation de son projet? Ok, monsieur Ansouan, je vous remercie pour la parole. Déjà, pour ce qui est, n'est-ce pas, de la question d'entreprise, beaucoup aimeraient se lancer, mais beaucoup ne savent pas comment y procéder. Absolument. La procédure, elle est simple. Il faut d'abord qu'il y ait d'abord, n'est-ce pas, la naissance de l'idée. Il faut que la personne qui veut investir fasse naître l'idée. Et pour que l'idée naisse, n'est-ce pas, à l'entrepreneur, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord qu'il essaie de penser à ses propres rêves. Peut-être il peut y avoir un entrepreneur qui avait pensé créer un hôtel un jour. Maintenant, s'il a dans l'idée de créer l'entreprise, il dit, comme j'avais pensé au départ à l'hôtel, comment je fais pour procéder? Et du coup, nous qui sommes là aujourd'hui, on va juste essayer de dire que quand tu as eu ton projet à l'époque et lorsque tu as bien pensé, tu as mûri, maintenant pour te lancer, il faut maintenant mettre cette forme de projet. Bon, si on peut prendre un exemple, peut-être pour qu'on se comprenne bien, on dit par exemple, moi j'ai l'idée peut-être de la création d'un détergent, d'un savon. Tout à fait. Alors, quelle est la démarche que je dois adopter? Ok, maintenant, si je veux peut-être créer une structure qui fait dans la fabrication et la division des détergents, par exemple, après que j'ai fini mon idée, après que j'ai essayé, n'est-ce pas, de lancer mon projet, qu'est-ce que je fais? Je fais ce qu'on appelle l'étude commerciale. Est-ce que mon projet il est faisable? Est-ce qu'il est faisable? Parce qu'on peut avoir le but n'est pas, n'est-ce pas, de se lancer dans un projet où on investit après, on ferme les portes le lendemain. La pérennité de l'entreprise. Quels sont les concurrents déjà présents sur le marché, même s'ils fabriquent des détergents qui sont des marques différentes de la marque dont je vais mettre sur le marché en même temps. Aussi, quelle est la cible? Est-ce que les détergents que je vais, n'est-ce pas, produire, est-ce que je peux les vendre ici, peut-être à Yaoundé, ça passe? Ou est-ce que la cible n'est pas plutôt ailleurs, peut-être dans les cantons? Donc, il faut aussi identifier la l'étude commerciale. En même temps, il faut quand même, n'est-ce pas, faire ce qu'on appelle de la prospection. Il faut faire une prospection avant même de se lancer. Qu'est-ce que je dis? Il faut faire ce qu'on appelle, il faut établir un questionnaire. Ouais, un peu. Il faut déterminer d'abord un prix psychologique. Il faut faire remplir ce questionnaire par plusieurs personnes. Aller sur le terrain. Tout à fait, sur le terrain. Questionner des gens. Questionner des gens. Voilà, il y a peut-être des gens, par exemple, il y a Mada, par exemple. Si je crée peut-être X-Men qui a des têtes caractéristiques, est-ce que vous pouvez prendre ça à tel prix? À l'issue de ça, on pourra savoir combien de personnes sont intéressées et à quel prix. Absolument. Déjà, donc du coup, ça permettra en fait de déterminer un prix psychologique pour essayer, n'est-ce pas, de se lancer. Et en même temps aussi, avant aussi même d'arriver là, je suis un peu très vite. Je suis très vite. Il faut d'abord faire une pré. En fait, il faut d'abord faire ce qu'on appelle le check-up. Qu'est-ce qu'on appelle par check-up? Le check-up de la zone dans laquelle on veut se lancer. C'est-à-dire, après d'avoir vraiment étudié les concurrents, est-ce que nous pourrons également aussi avoir de quote-part de marché? Quand tout cela est fait maintenant, on voit que l'étude commerciale est bonne, on pourra se déployer beaucoup pour se lancer, ça difficile, mais qu'il y a quand même des personnes intéressées au maximum. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On passe maintenant à l'étude financière. Il nous faut dépenser combien pour que le projet soit réalisable déjà.
Par contre, c'est là que c'est faisable. Après, études commerciales, on a essayé d'évaluer, on a vu c'est bon. Maintenant, l'étude financière. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour m'en sortir? Est-ce que je vais seulement penser à mon projet aujourd'hui? Non. Je pense aussi à demain. C'est-à-dire, je dois faire ce qu'on appelle un bilan d'ouverture. Un bilan d'ouverture. J'ai combien? Je dois dépenser combien? Il me faut combien? Encore en plus de ce que j'ai. Qu'est-ce que j'ai? Ce qu'on appelle les fonds propres. Le reste, je vais le prendre où? Est-ce que je vais me mettre avec des gens? La question du financement. Tout à fait. Ou est-ce que je vais aller auprès si c'est un emprunt bancaire, en fait, voilà. C'est un endettement. Et s'il va aller auprès d'une banque, est-ce que j'ai des garanties suffisantes pour que la banque me fasse confiance? Parce que la banque, elle ne s'amuse pas. Donc, du coup, la plupart du temps, les gars pouvaient se mettre ensemble, surtout les jeunes, pour, n'est-ce pas, pour répartir non seulement le risque, et aussi au vu de leurs moyens, qui n'est pas souvent considérable. Voilà. Et une fois que cela est fait, qu'est-ce qu'on fait? On élabore également notre compte de résultats prévisionnel. On estime que la première année, beaucoup plus, on demande de le faire sur 3 ans. C'est ce qu'on appelle le business plan? Le business plan, bon, le business plan inclut la stratégie, en fait, et l'étude commerciale. Avec tout ce que j'ai cité. Donc là, nous sommes dans le business plan. Nous sommes dans le business plan. Absolument. Oui, un peu, parce que les comptes de ça font partie du business plan. J'allais arriver à la fin. N'est-ce pas? Donc, du coup, on essaie d'élaborer ça, on essaie d'estimer. La première année, on peut vendre ceci. Les dépenses qu'on va n'est-ce pas, supporter seront de l'ordre ceci. Et on n'invente pas, on essaie de faire une étude. Si on prend 2 emplois à qui on va payer 40 000, si on fait une projection, n'est-ce pas, où on doit peut-être louer par mois 50 000 ou 100 000 pour produire tout. Bref, on essaie d'évaluer tout ça, on met comme charge la première année aux lignes. Maintenant, le chiffre d'affaires, au vu, n'est-ce pas, d'études commerciales, on peut vendre quelle quantité, à quel prix. On prend la quantité prévisionnelle fois le prix devant prévisionnel, on multiplie par le chiffre d'affaires prévisionnel pour intégrer. Après, nous ferons la différence pour voir nous aussi bénéfice prévisionnel. Sur 3 ans, nous verrons si nous évoluons, même si à quelques francs près, mais que le résultat évolue de manière progressive et qui reste positif. On ne peut pas investir si on voit qu'à la base, lorsqu'on essaie de faire des prévisions, on perd. C'est ça que les questions de voir un peu. Absolument. On essaie d'évoluer comme cela. Et maintenant, lorsque tout cela est fait, bon, on décide. Si au vu, n'est-ce pas, de toute notre étude financière, on voit que ça peut aller, on se lance. Donc, la plupart du temps, on calcule ce qu'on appelle le seuil de rentabilité. Que à partir, si j'investis comme ceci, à partir de quel chiffre d'affaires je serai rentable? Parce que le seuil de rentabilité, il faut que je définisse ce chiffre d'affaires en dessous duquel l'entreprise réalise les pertes. Et au-dessus duquel l'entreprise réalise des bénéfices. N'est-ce pas? Et au-dessus duquel l'entreprise réalise des bénéfices. Donc, il faut que c'est exactement le seuil de rentabilité. Pour voir. Donc ça, c'est des indicateurs, n'est-ce pas, de rentabilité du projet, de performance de rentabilité du projet. Donc on ne va pas se lancer comme ça. Si tout ça s'avère quand même intéressant, vu que ce qu'on prévoit n'est pas toujours ça, c'est pour ça qu'il y a les écarts. On peut se lancer. Donc on ne peut pas se lancer dans un projet où on sait qu'à la base c'est risqué et qu'on voit qu'à l'origine on perd. Parce que c'est pour ça que quand on veut se lancer, on prend toute la peine de faire quoi? De déterminer ce qu'on gagnerait demain. Mais aujourd'hui, on essaie d'évaluer tout aujourd'hui. On va atteindre demain. C'est pour ça que la plupart du temps, on utilise les techniques d'actualisation. Voilà. Donc nous sommes dans, mesdames et messieurs, la phase préliminaire, les préalables avant de se lancer dans le projet d'entreprise. Et ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a un élément incontournable, le business plan, qui est un travail de réflexion, un travail de terrain, un travail minutieux. Voilà. Et la dimension dont généralement j'entends, il faut se faire accompagner ou alors se faire entourer d'experts. Alors, est-ce que cette dimension-là, vous l'intégrez aussi dans la démarche, préalable à la création d'un entreprise? Tout à fait. Chez nous, au cabinet, par exemple, au CGC Consulting, n'est-ce pas, qu'est-ce que nous faisons lorsqu'on a de tels entrepreneurs? Parce que beaucoup d'entrepreneurs, quand ils viennent, n'est-ce pas, ils n'ont jamais investi. Mais ils aiment investir dans des fonds, d'autres n'ont pas de fonds, mais ils peuvent prendre le risque. Parce que investir, c'est avoir une aversion au risque. On peut investir de mon gagnant, c'est ça. Donc du coup, il dit, on veut vraiment être accompagné. Il dit, bon, pour commencer déjà, on a pris la question, est-ce qu'on travaille sur l'idée et tout, on travaille sur le projet, et après, on laisse sort un business plan qui est pas qu'on ramasse ça de n'importe où. Donc si je comprends bien, si je comprends bien, il est préférable de ne pas faire l'étude de marché ou le business plan personnellement parce qu'on n'est pas assez outillé, on n'a pas la connaissance et la compétence, ni le savoir-faire. Il est préférable, si on a son idée, son capital, de se rapprocher d'un cabinet ou alors des experts qui vont faire ce travail à votre place. C'est ça que vous expliquez. Tout à fait. Donc nous travaillons en partie avec d'autres cabinets. Donc du coup, on a des commerciaux. C'est-à-dire qui ont fait des BTS licences professionnelles en marketing et tout, qui ont des expériences. Qui font la prospection. Ils font la prospection, ils essaient de faire, n'est-ce pas, cette prospection, ils nous donnent les résultats, on analyse, voilà.
quand l'investisseur dit je veux me lancer dans telle zone, on essaie de voir s'il a raison ou si on peut lui conseiller une autre zone après avoir fait des études. Parce qu'il en va d'un projet réel. C'est pas un cas d'école où on peut seulement, n'est-ce pas? Bon, maintenant, quelles sont donc les modalités? Parce que ce n'est pas un travail qui est gratuit. Généralement, on n'a même pas assez d'argent pour son capital. S'il faut encore venir voir un expert pour qu'il fasse ce travail préalable qui est important, on ne va pas le nier. Alors, est-ce que vous êtes assez accessible déjà? Mais surtout, est-ce que sur le plan financier, ce n'est pas un goulot d'étranglement, monsieur Guy Talla? Non, non, au fait, connaissant le contexte réel, n'est-ce pas, du Cameroun, et la modicité des moyens, et connaissant aussi que beaucoup de jeunes finissent des études, ils veulent avoir un travail, n'est-ce pas, à un salaire, n'est-ce pas, considérable pour avoir une vie, n'est-ce pas, une vie aussi paisible. Ils ne parviennent pas, ils se lancent des affaires, on essaie de les accompagner sans toutefois, n'est-ce pas, les conséquences, ceux qui n'en ont pas assez. Pas assez, voilà. Donc, tous ceux qui veulent, n'est-ce pas, se faire accompagner, ils se rapprochent. Alors, quels sont vos honoraires? Bon, ici, nous, on aime parler terre à terre. J'ai mon idée. Le téléspectateur qui me regarde là à l'instant, qui m'envoie le message, par exemple, il a son idée. Il a son petit capital, mais il ne sait pas faire un business plan, il ne sait pas faire toutes ses études, toutes ses enquêtes. Il vient vous voir. Tout à fait. Il doit vous donner combien? Bon, au fait, n'est-ce pas, pour l'accompagnement déjà, on essaie de regarder le coût d'investissement. Le coût de l'investissement. Oui, un peu. Ça part. Donc c'est proportionnel. On essaie de voir parce que jusqu'à 5 millions, on prend juste 50 000. 50 000? Oui, juste. On sait que c'est pas facile. Et ceux qui ont 100 000 francs, qui veulent lancer les business avec 100 000 francs, vous les écoutez même? Non, ceux qui lancent avec 100 000 francs, nous connaissons comment ça marche. On sait au Cameroun, 100 000 francs achètent comme ça, ça achète quoi? Rien. Même, on peut pas créer une entreprise avec 100 000? On peut le faire, non, on le fait. La loi, le décret de 2007 a autorisé, n'est-ce pas, dans les conditions de facilitation, n'est-ce pas, de la création des PME. Mais sinon, lorsqu'on le fait comme ça, on prend des crédits ailleurs. Mais je profite pour vous poser une question. Il faut faire la différence entre la procédure de création et le capital de l'entreprise. Tout à fait. On ne peut pas avoir une entreprise qui a un capital de 100 000. Tout à fait. Mais on peut créer une entreprise. Non, en fait, on peut avoir, je reviens. On peut avoir une société qui a un capital de 100 000. De 100 000. Mais sinon, qui ne fonctionne pas avec les 100 000. Avec les 100 000 francs, justement. Oui, un entrepreneur peut créer sa société à 100 000. Mais avec un capital de 150 000 même ou 200 000. Oui. Mais sinon, son budget de fonctionnement. Voilà, ils prennent un emprunt bancaire ou ils prennent un emprunt au quartier, n'est-ce pas? Pour pouvoir faire tourner. Oui, ou si c'est une salle, par exemple, il peut avoir des associés ou ils pourront faire ce qu'on appelle des apports en compte courant, des prêts à l'entreprise. On crée au capital de 100 000. Et après, on fait des prêts à l'entreprise. Parce qu'il faut bien distinguer les ressources. Le capital fait partie des ressources de l'entreprise. Le capital, c'est les ressources propres. Mais si il y a des ressources étrangères qui peuvent venir, les emprunts, les financements, même pas les associés qui prêtent de l'argent à l'entreprise à travers ce qu'on appelle les apports en compte courant. Bon, on revient à la question. C'est combien donc? Oui, donc du coup, si pour créer, parce que il faut bien, parce que là, on a le thème, on a dit les actions post. Là, nous sommes encore à Ante. Oui, nous sommes encore en T. Oui, parce qu'en T, il faut bien comprendre. Nous, lorsque nous finissons avec votre business, mais tout le reste de la compagnie, on vous aide à créer votre entreprise au niveau du centre de création des entreprises du Cameroun. On va prendre ça en deuxième partie tout à l'heure, lorsque nous serons dans la partie post-création d'entreprise. Mesdames et messieurs, je rappelle, vous êtes en direct de MyTV Channel. L'émission, c'est le rendez-vous des entrepreneurs. C'est tous les jeudis, 16h30, 18h en direct. C'est votre rendez-vous, votre balade au travers des problématiques liées à l'entrepreneuriat. Nous invitons des experts ici avec qui nous essayons de discuter sur comment créer son entreprise, comment gérer son entreprise, quels sont les pièges à éviter. Cet après-midi, nous avons le plaisir et la chance de recevoir un enseignant, un expert, un praticien de la question entrepreneuriale. Et avec lui, tout à l'heure, nous parlions des préalables à la création d'entreprise. Nous allons le reprendre tout à l'heure, le temps pour lui de souffler un peu, de reprendre son souffle, car nous avons plein de questions en suspens. Et je vous demande à la maison de continuer de nous envoyer vos questions. Et n'oubliez pas, aujourd'hui, exceptionnellement, vous avez la possibilité de souhaiter bonne année à 2 personnes. Alors, posez-nous vos questions en rapport à la thématique, mais n'oubliez pas de signer en souhaitant bonne année à 2 personnes. Je vais donc à l'instant me tourner vers la technique pour prendre l'élément vidéo que nous a fait parvenir Larissa Boaikao, qui est notre experte attitrée, qui, pour des raisons professionnelles, se retrouve en ce moment de
l'autre côté du continent, en Occident, dans l'Hexagone, comme on le dit, qui également a essayé de placer un petit mot concernant notre thématique du jour. Alors, on prend cet élément vidéo et on se retrouve juste derrière pour la suite de l'émission. Merci. J'espère que vous allez bien. Je tiens déjà pour cette nouvelle année, vous souhaiter mes vœux les meilleurs, santé, prospérité, longue vie, et que cette année 2022 soit pour chacun de nous une année où nous pourrons avoir tout ce que nous désirons. Dans le cadre de notre émission du jour, le rendez-vous des entrepreneurs, nous allons parler des actions ante et actions post-création d'entreprise. Pourquoi est-ce qu'il serait important pour un jeune entrepreneur de savoir exactement quelles sont les actions qu'il devrait mener dans le cadre de la création de son entreprise et quelles sont les actions qui devraient être menées si l'entrepreneur a déjà eu à créer son entreprise, qu'est-ce qu'il devra faire pour toujours être administrativement légal. Et donc pour un premier temps, les actions ante, il faudra que l'entrepreneur, pour un premier temps, fixe son idée d'entrepreneuriat. Ça veut dire quoi? Un problème, une solution. Je décèle dans mon environnement un problème, ce qui ne marche pas, et je donne une solution qui va permettre à résoudre le problème identifié.
Ensuite, je fais le point complet sur mon idée. Est-ce que j'ai parcouru l'idée dans son ensemble? Est-ce que j'ai fait ressortir les points et les faiblesses par rapport à cette idée? Troisièmement, je m'informe sur la création d'entreprise. Je fais une prise globale de mon entreprise. Est-ce que une prise de connaissance globale sur la création d'entreprise? Ce que je dois savoir, quels sont les éléments dont j'aurai besoin afin de pouvoir créer de mon entreprise, de passer de l'idée. Je prends une décision, je planifie et la prise de ma décision me donnera de savoir si oui, je dois continuer avec mon projet ou sinon je décide de le reporter ou changer d'idée. Ensuite, j'élabore mon business plan. Après l'élaboration de mon business plan, je fais un référencement total des aides que je pourrais avoir, de qui, comment est-ce que je pourrais me faire référencer, me faire financer autant pour moi. Je décide par la suite du lieu où est-ce que je vais établir mon entreprise et je confirme par la suite l'exactitude et la réalisation de mon projet qui se terminera par la création en me faisant assister par une personne ou par un professionnel qui sait comment est-ce que je crée mon entreprise afin de pouvoir m'aider dans les opérations entières à la création d'entreprise. Je les ai listées en 10. Les plus importants, c'est déjà l'idée. Après l'idée, je me décide si je vais réellement effectuer ce projet ou pas. J'élabore mon business plan. Je me rapproche d'un professionnel qui va m'aider dans la notion de régime fiscal, dans la notion de statut juridique de mon entreprise, dans la notion de rédaction des statuts pour l'entreprise. Après cela, je pourrai avoir mon immatriculation. Donc, je vais revenir dans les détails des différents points sur l'article que je vais faire paraître demain sur ma page Facebook Larissa Boikao, où vous aurez en détail l'ensemble des actions en T à la création d'entreprise. Pour ce qui est des actions post-création d'entreprise, ils sont plus dans le sens. De retour sur le plateau du rendez-vous des entreprises, mesdames et messieurs, c'était l'élément de Larissa Boikao qui revenait également sur le sujet qui est à l'ordre du jour, notamment les actions à mener avant et après la création d'entreprise. Comme elle l'a si bien dit, rendez-vous sur sa page Facebook demain pour rentrer en profondeur sur cette problématique. Donc vous à la maison, je vous invite à aller rapidement sur sa page Facebook Larissa Boikao et vous aurez un article complet qui va faire le tour de la question. Nous profitons pour lui souhaiter nos souhaits, lui présenter nos souhaits de bonne et heureuse année 2022. Que du bonheur dans sa vie et que tous les projets sur lesquels elle se lance soient un succès incommensurable. Alors, notre invité, M. Guy Talla, Larissa Boikao, je ne sais pas si tu as quand même tendu un peu l'oreille. Elle est revenue sur quelques éléments sur lesquels nous avons discuté tout à l'heure quand même. Tout à fait. J'ai bien suivi, n'est-ce pas, son intervention et du coup, elle a su essayer, n'est-ce pas, de dire ce que j'ai eu à dire de manière détaillée. Elle a pu faire un résumé, lui. Voilà. Un aspect juridique que je n'ai pas eu le temps de toucher. Elle a évoqué, elle a eu aussi le temps, n'est-ce pas, d'évoquer ça à son niveau. Parce que lorsqu'on crée un structure aussi, lorsqu'on a une idée, lorsqu'on veut créer une entreprise, il y a des entreprises qui nécessitent qu'on ait des agréments. Des agréments. Comme peut-être l'hôtel. Ou un peu, il faut un agrément pour... Alors, si nous prenons ces aspects juridiques, d'abord les dénominations, je pense qu'il y a une catégorisation d'entreprises. Tout à fait. TPE, PME, SARL, tout ça. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Donc, déjà, si nous restons dans le cadre propre du Cameroun, c'est ça plus facile pour les entreprises qui veulent lancer au Cameroun. Lorsque nous voulons créer des structures, il y a des étapes. On peut créer un établissement. Établissement. Un établissement, c'est quoi? C'est une structure qui est créée avec un capital qu'on peut, n'est-ce pas, qui est construit avec un capital dont le créateur d'entreprise peut choisir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un minimum. C'est-à-dire tu peux dire, je me lance avec 200, tu te lances 100 000, 50 000. Et du coup, pour créer cette structure, n'est-ce pas, c'est très simple. Après avoir, n'est-ce pas, réalisé les premières étapes que nous avons énoncées, l'idée du projet, la version du projet, tout ce qu'on a énoncé plus haut,
n'est-ce pas, vous allez juste au niveau du centre de création d'entreprise avec la photocopie de votre carte nationale d'identité. Photocopie de la carte d'identité au centre de formalité de création d'entreprise. Centre de formation et de création. Centre des formalités de création. Centre des formalités de création des entreprises. Oui, voilà. Ça dans toutes les régions. Dans toutes les régions. Vous vous rendez dans celle de votre région où vous voulez situer une entreprise. Oui. Vous donnez la photo de votre CNI. Vous prévoyez 41 500. Tout le monde connaît les 41 500 pour créer son entreprise. Et en même temps, vous prenez un papier format sur lequel vous mentionnez l'activité que vous voulez exercer, le nom, et le nom, et si vous joignez aussi un plan localisé. Plan de localisation de l'entreprise. Oui, de là vous y allez, n'est-ce pas, de là ils vont vous guider. Et en combien de temps bon, la plupart du temps, on dit qu'on peut le faire en 24 heures. Bon, c'est pas toujours ça. Mais sinon, quand même, il y a ce qu'on appelle souvent les créations express, même si le mot express n'est pas. Dans tous les cas, c'est souvent 24 heures. Voilà, mais sinon, nous le faisons en une semaine parce que là-bas, 24 heures, c'est ce qu'on dit dans les textes. Mais sinon, ça traîne souvent un peu plus. En une semaine, avec 41 500, la photocopie de votre CNI, vous pouvez créer un établissement. Du coup, maintenant, pour ceux qui veulent s'associer, l'établissement, c'est une seule personne physique qui la crée, tu vois un peu. Oui. Mais sinon, ceux qui veulent s'associer pour créer une structure. Personne morale. Des personnes morales. Les PME par exemple, parce que les petites entreprises, n'est-ce pas, ont bénéficié du chef de l'État en 2016 dans son décret, n'est-ce pas, des facilités de création. C'est-à-dire, avec 100 000, tu peux créer. Or, à l'époque, l'acte uniforme au hasard gratuit de la société commerciale disait qu'il fallait 1 million. 1 million. Oui, dans l'État a sorti un décret qui dit qu'il y avait 100 millions, on peut y aller. Mais jusqu'à 1 million, on n'est pas obligé de passer par un notaire. C'est pour ça que lorsque des entrepreneurs viennent nous voir, on les aime à élaborer les statuts, parce qu'il y a ce qu'on appelle les statuts sous seing privé, où ils vont signer, et au sein des créations dans les entreprises, le chef de sang va faire ce qu'on appelle la reconnaissance d'écriture et des signatures. Là, ça les dispense aussi, n'est-ce pas, des honoraires du notaire qui sont vraiment énormes. Abordables. Voilà, donc c'est après 1 million, à partir de 1 million, après ça peut au-delà de 1 million que nous ne pouvons plus facilement donc de 100 000 à 900 000, disons. De 100 000 à 1 million même. 1 million, on peut créer une petite et moyenne entreprise, sans passer par notaire. Tout à fait, voilà. Donc au-dessus de 1 million, on passe automatiquement par notaire. Beaucoup plus, les structures que j'évoque, ce sont des structures, n'est-ce pas, telles que les salles. Et on les appelle les salles. Non, les renseignements que je donne, là tout de suite, c'est pour ça. De 100 000 à 1 million, c'est pour les salles. Ce qu'on appelle les situations limitées, voilà, ce qu'on appelle salles. Donc, du coup, on peut créer une salle unique personnelle. Si vous ne voulez pas vous associer aux gens, vous pouvez créer une salle unique personnelle. Et si vous voulez créer une salle, vous avez même 35 millions, on peut vous accompagner autrement. On peut déclarer un capital de 1 million. Et le reste, vous pouvez mettre comme les apports en compte courant, toujours pour faciliter la création, pour éviter d'aller chez un notaire qui va vous prendre peut-être 300, 400 000, comme vous connaissez. Donc, pour résumer, parce que c'est un sujet assez vaste, assez large, il est impératif aussi de penser à l'immatriculation de l'entreprise lorsque on est un entrepreneur, dont la dimension juridique est importante. Tout à fait. Donc, lorsqu'on crée dans une structure, au niveau du CFCE, ils ont, n'est-ce pas, un bureau, n'est-ce pas, qui gère la création même. Ils ont un bureau qui est relié au greffe. Au greffe, voilà. Du tribunal du lieu de situation d'entreprise. Ils ont aussi un bureau un bureau qui concerne les impôts, c'est-à-dire qui gère les impôts. Donc quand vous créez de là-bas, en quittant de là, on vous donne votre registre de commerce qui montre que vous êtes immatriculé, on vous rattache à un centre des impôts. Si vous avez le personnel que vous devez utiliser, on vous rattache à le centre des CNPS. Et tout ce qui reste, oui, tout à fait. Et tout ce qui va vous rester à faire, c'est d'amener votre dossier, n'est-ce pas, à chaque administration pour qu'ils puissent l'enregistrer. Donc à votre sortie de là, vous êtes. Donc ce qu'on peut retenir, c'est que désormais la création d'entreprise n'est plus la mer à boire, c'est plus tout à fait, une action très compliquée. Non, elle est simple. Il suffit juste de bien s'entourer. Tout à fait. Avec les coûts sont simples parce que pour une salle peut-être unipersonnelle, les exemplaires de statut dont n'est-ce pas, il faut faire valoir au centre de création, c'est 6 exemplaires où on doit timbre. Bref, le coût c'est maxi 99 000 que vous dépensez au niveau du CFCE. Hormis nos honoraires. Chers spectateurs, merci pour vos nombreux messages. Nous allons épuiser quelques-uns. Alors, le premier message qui nous parvient, ou bien qui nous est parvenu, salut et bonne année, c'est La Roche d'Odja. J'aimerais créer mon prêt-à-porter de vêtements. J'aimerais bien avoir vos conseils. Il souhaite bonne année à sa belle famille à Ayos et à leur fils Abertois. Donc, si vous êtes la belle famille de La Roche d'Odja, retenez ou acceptez ses voeux de bonne et heureuse année. Alors, M. Guitala, il a un prêt-à-porter. Il veut ouvrir un prêt-à-porter de vêtements. Il a besoin de conseils. Tout à fait. Donc, pour ce qui est de votre prêt-à-porter que vous voulez ouvrir déjà, ce que je vous conseille, c'est d'abord de faire comme j'ai dit. Si l'idée a été mûrie déjà,
c'est juste d'essayer de faire une étude de marché. À moins si vous voulez qu'on vous accompagne en ce sens-là. À défaut, même vous pouvez essayer de vous déployer, n'est-ce pas, et faire une étude de marché pour voir est-ce qu'il y a assez de prêt-à-porter dans cette zone. Est-ce que la zone là, elle est vraiment d'abord la zone. Tout à fait. Est-ce que ceux qui sont là pourront facilement, n'est-ce pas, se vêtir d'après n'est-ce pas, les vêtements que vous allez vendre. Parce qu'il y a aussi ça. Okay. Si nous sommes dans un quartier un peu modeste, on sait que c'est ça compliqué que vous en sortez. Pour vendre des vêtements chers. Oui, lorsque tout cela est fait, si votre capital est là et si vous voulez, n'est-ce pas, bien vous organiser, vous nous contactez. Mais à défaut, mais sinon quand même, je vous ai dit, vous faites d'abord, n'est-ce pas, un petit check-up. Donc si on est en Vombi, on n'aura pas la même conception du prêt-à-porter que Bastos. Au fait, c'est ce que je vais en venir. Parce que nous, on est maître terre à terre. Non, c'est ça. On n'a pas la même conception. Donc la roche, si tu veux... Il faut aussi offrir aux populations de cette zone-là des vêtements qui sont, n'est-ce pas, dont le prix ça a le porter. Parce que la première clientèle, c'est d'abord l'entourage. D'abord. C'est d'abord l'entourage. Ça, du conseil que quelqu'un doit alors la roche, je pense que tu as écouté, identifier d'abord ta zone. Et aussi, il faut créer ta structure pour éviter les problèmes avec les impôts. Parce que si un matin, on vient aussi vous faire, mais donc il faut suivre les étapes normales. Le but n'est pas d'ouvrir les portes et d'accrocher les vêtements pour vendre. Vous risquez d'être poursuivi. Il y a aussi, tout à fait, il y a aussi le ministère du commerce qui va passer pour voir si vos factures sont régulières, n'est-ce pas, conformes à n'est-ce pas, voilà, donc à leur canevas. Bonsoir, quel est le véritable rôle d'un comptable? De plus, une entreprise en a-t-elle nécessairement besoin? Aussi, l'argent passe-t-il entre les mains d'un comptable? Il s'agit de... Il n'a pas signé avec son nom, mais ici, il souhaite quand même bonne année à Madame Eno Salomé et Monsieur Aboz Martin. Donc, bonne année à Madame Eno Salomé et Monsieur Aboz Martin. Il dit qu'il est étudiant en première année comptabilité et gestion entreprise. Il a un baccalauréat A4 et il aimerait bien sûr savoir comment faire pour s'en sortir. Tout à fait. Au fait, un comptable déjà, c'est lui-même le père des chiffres d'entreprise. Un peu. Donc, c'est-à-dire quoi? Celui qui suit l'activité, celui qui fait des inventaires, c'est-à-dire celui qui vérifie le stock qui est écrit sur du papier, ce qu'on appelle stock théorique, est vraiment le même stock qu'on peut démanteler physiquement. Voilà. Celui également qui suit les recettes qui aident l'entreprise, n'est-ce pas, à se situer par rapport à sa trésorerie. C'est lui qui rassure l'entreprise que dans nos caisses, on peut avoir tel montant. Mais ce n'est pas lui qui manipule les fonds. Désolé, dans une structure, il y a une caissière. Le comptable, lui, il utilise juste les documents. Lorsqu'un comptable décaisse de l'argent, peut-être il va faire un achat, il ramène les pièces justificatives, ce qu'on appelle les factures. Aussi, lorsqu'il y a un impôt à payer, peut-être il peut prendre des fonds à la caisse en déchargeant sur une pièce de caisse et que lorsqu'il part effectuer l'opération, il ramène la pièce justificative. Le comptable n'est pas le banquier d'entreprise. C'est celui qui suit la rentabilité de l'entreprise, qui se rassure que l'entreprise est en règle, que ce soit avec l'administration fiscale, c'est-à-dire chaque mois, il essaie de calculer les impôts et de reverser avant, n'est-ce pas, la date limite, c'est-à-dire donc le comptable est une sorte de commissaire au compte. Bon, pas un commissaire au compte, lui, il est externe. Il vient voir si le comptable a fait ce qu'il fallait et il fait son rapport. Voilà. Non, je disais, par analogie, dans une association, le comptable, le commissaire au compte vérifie juste, c'est le trésorier qui... Bon, le comptable, on ne peut pas dire, on peut dire ça comme ça, mais étymologiquement, on ne peut pas... Mais dans tous les cas, le comptable, c'est lui qui, n'est-ce pas, se charge de vérifier la rentabilité de l'entreprise. Donc, chers amis, chers téléspectateurs, je pense que vous avez bien suivi. Le comptable ne touche pas l'argent, en principe. C'est le banquier, ce n'est pas le caissier. Mais une entreprise a obligatoirement besoin d'avoir un comptable. Il joue un rôle important dans primordial même, je dirais. Voilà, primordial dans la vitalité d'une entreprise. Parce que, voilà, si je vais ajouter pour sortir, n'est-ce pas, d'après le Code général des impôts du Cameroun, par exemple, il y a des structures qui doivent obligatoirement avoir qui doit obligatoirement tenir une comptabilité et qui doit déposer des bilans, chaque année. Les bilans sortiront, il faut un comptable pour suivre leur comptabilité, n'est-ce pas, il va prendre la peine d'enregistrer le mouvement. Absolument. C'est-à-dire les entrées, sorties, tout le moment qui touche le patrimoine de ces structures-là. Et prendre aussi la peine de déclarer les payer les impôts et gérer les cotisations CNPS. Donc du coup, c'est pas lui le caissier, il y a une caissière qui encaisse les fonds. Une autre question qui nous parvient. Je m'appelle Léonie Blanche depuis Koutaba. Ma question est de savoir, est celle-ci.
c'est quoi un expert comptable proprement dit? On a répondu. Un expert comptable, à si cette vous voulez question. que je fais la synthèse, c'est juste celui qui vient réviser la comptabilité d'entreprise pour voir si elle était bien faite ou pas. Qui reste les outils pour convaincre les associés ou actionnaires de ces sujets que votre argent est en train d'être bien géré à travers son rapport qui fait, n'est-ce pas, et qui est communiqué à l'Assemblée générale des associés. Celui qui interpelle à chaque fois qu'il y a une situation des associés d'entreprise pour effectuer des travaux, pour vérifier s'il y a peut-être des détournements, dans la mesure où le dirigeant juge qu'on l'a volé. Ça, c'est un peu ça. Donc, lui, il intervient en tant que personnel externe. Donc, il n'est pas employé de l'entreprise. Non, tout à fait, il n'est pas employé. Prestataire de service. C'est un peu ça, mais il pourra aussi l'être s'il le veut. Mais sinon, lorsqu'il l'exerce dans le cadre, n'est-ce pas, légal, il n'est pas salarié. C'est interdit par déontologie. Interdit, voilà. Donc, continuez à nous envoyer vos messages. Envoyez-nous vos messages. Posez les questions à notre expert qui est là. Le thème s'affiche au bas de l'écran. Profitez de sa présence. Ce soir, c'est votre cadeau de bonne année. Avec lui, je pense que toutes vos questions auront des réponses. Okay. Quand on veut créer une entreprise, c'est possible de faire une mauvaise étude de marché. Tout à fait. Comme je l'ai dit tantôt, c'est que lorsqu'on veut, n'est-ce pas, investir, il y a ce qu'on appelle la version risque. On peut faire une étude de marché dans la mesure où on n'a pas essayé, n'est-ce pas, d'utiliser toutes les techniques d'étude de marché. Parce que dans tous les cas, on sait que lorsqu'on investit, il y a la phase de lancement qui n'est pas facile. Il y a la phase de croissance où on ne gagne pas toujours. Alors avant, donc, il y a le cycle de vie d'un produit. Quand on crée une structure, on met sur pied un produit qui doit suivre les étapes normales. Mais lorsqu'on a bien fait sur le marché, quand même, sur la cible qu'on a choisie, on pourra s'en sortir. Donc si on échoue, on comprend bien qu'il y a une étape d'étude de marché qui a raté. Bon, je pense que vous avez répondu à sa dernière question. Et malgré l'étude de marché, si le projet ne se réalise pas comme on le souhaite, que faut-il faire? Abandonner le projet ou bien? Mais ça dépend. Est-ce que le projet tient à cœur à la personne? Si ça tient à cœur, on peut essayer d'aller dans d'autres univers pour essayer de relancer. Ou à défaut, on peut passer à autre chose. Ou on peut lui substituer un projet qui est presque similaire. Si la personne veut vraiment faire dans que son projet se réalise. Ou on peut être dans d'autres univers, se lancer, faire une étude pour voir si ça peut se faire là-bas. Mais ne pas abandonner. Tout à fait, on n'abandonne pas. Voilà, nous avons notre fidèle téléspectateur de tous les jeudis. Il s'appelle Victor Premier depuis l'état de Manama, au Bahreïn. Il dit bonsoir à vous sur le plateau et bonne année. Juste pour vous remercier pour vos conseils et aussi profiter de cette occasion pour souhaiter bonne et heureuse année à ma femme. Il n'a pas donné le nom. Et à la grande famille Yubayou, qu'elle aille toujours au-delà de la performance. Merci à toi Victor. Ça aurait été bien de mettre le nom de ta chère et tendre pour qu'on puisse lui dire bonne année de manière solennelle. Mais merci déjà d'être toujours connecté. Alors, on va à la recherche de notre message. Comment faire pour ouvrir une poissonnerie et bien s'en sortir? Il n'a pas signé. Bon, Kenye Teda Dominique. Comment on fait pour ouvrir sa poissonnerie? Voilà, la poissonnerie, déjà, si vous ouvrez la poissonnerie, vous connaissez bien. On a affaire à un produit qui est périssable déjà. Périssable, voilà. Donc, il faut bien choisir la zone et il faut aussi faire une étude de marché également, comme je l'ai dit, parce qu'il y a le géant du poisson au Cameroun que nous connaissons, Congé Camp. S'il est près de vous, il vous écrase. Donc, nous serons, n'est-ce pas, honnêtes là. Donc, il faut faire une bonne étude de marché. Il faut essayer de voir les besoins des populations riveraines de la zone. Voilà. Vous voyez, lorsque c'est possible, il faut vous lancer en prévoyant ce qu'on appelle quoi, le groupe. Parce que si jamais c'est une zone où à un moment donné on se met à trop d'énergie et vous n'avez pas un groupe sophistiqué, le poisson là, vous connaissez ce qui va se passer, et vous allez fermer. C'est un produit périssable, il faut être très pour se lancer, n'est-ce pas, dans ces produits, il faut vraiment être il faut investir dans, n'est-ce pas, la logique nécessaire. Et aussi faire des études marché et se rassurer qu'aux environs, il n'y a pas de géant. Bien que on dit que même lorsqu'il y a un géant, on peut se faire sa part de marché, mais nous savons que le géant vraiment il écrase. Voilà. Bon, nous avons Donald de l'Omisport qui dit bonsoir et bonne année à vous. Merci Donald et merci d'être fidèle au rendez-vous du jeudi 16h30. J'aimerais avoir le contact de monsieur Guitala. Restez jusqu'à la fin de l'émission. S'il le veut bien, il vous donnera son adresse. Donc, restez à l'écoute. Comment faire pour ouvrir un dépôt de bière? Oui, pour ouvrir un dépôt de bière, déjà, il faut se rapprocher au niveau des brasseries. Parce que celui qui va vous livrer, en même temps aussi, c'est la boisson. Parce qu'il faut aussi aller à la mairie chercher quoi? La licence. Mais dans tous les cas, il faut créer votre structure d'abord. Parce que lorsqu'on pas chercher la licence au niveau, je crois, de la sous-préfecture, ils vous demandent la patente. La patente. Ou l'impôt libératoire. Donc, du coup, et pour l'avoir, il faut que vous soyez créé, que vous soyez passé aux impôts. Donc, dans tous les cas, il faut d'abord essayer de créer votre structure. Lorsque c'est fait,
vous vous rapprochez des brasseries. Voilà. Parce que les brasseries, souvent, vous aident à financer avec, ils aiment à financer avec des congélateurs. Oui. Avec les congélateurs. C'est sûr que j'ai aidé à créer comme ça. Je dis, ils aident avec les congélateurs là, tant que vous êtes chez eux, ils donnent des congélateurs pour vous aider. Tout à fait. Donc, si vous aussi vendez en même temps au dépôt, c'est-à-dire détaillé. Donc, dans tous les cas, les brasseries vont vous aider. Et c'est aussi bien passer un projet où bénéficier des ristournes. Des ristournes mensuels, annuels. Soit trimestriel, annuel, ça dépend du contrat que vous signez. Mais c'est possible, mais pensez à être en règle. Vous créez votre structure, vous vous rapprochez de ces brasseries qui sont votre conseiller technique. Et en même temps aussi, vous allez à la sous-préfecture chercher à avoir la licence de peut-être fermer par, n'est-ce pas, les gens de la sous-préfecture qui passeront pour faire des contrôles. Alors, Donald de l'Omisport, je pense que ces conseils ne sont pas tombés dans les oreilles de sourds. Déjà, l'expert semble trouver en cette idée une très belle idée. Mais comme il a dit, il faut se mettre en règle et se rapprocher de la structure qui a, on va dire, l'expertise à la matière, approprier les brasseries pour avoir une licence et à bénéficier de l'accompagnement technique. Tout à fait. Voilà. Donc, reste à l'écoute à la fin de l'émission. Peut-être tu auras le contact de notre invité. Mesdames et messieurs, nous prenons comme ça la dernière virée de notre émission. Il nous reste à peine 5 minutes. Déjà, nous vous remercions d'être là tous les jeudis. Je rappelle, le rendez-vous des entrepreneurs, c'est tous les jeudis 16h30, 18h en direct de MyTV Channel, mais aussi à travers l'application Connected TV où vous pouvez télécharger, installer dans votre téléphone et nous regarder partout dans le monde. Ce soir, nous avions comme sujet à l'ordre du jour les actions à mener avant et après la création d'entreprise. Et nous avons eu la chance d'avoir sur le plateau, il est encore là, Monsieur Guy Tala, qui est enseignant de comptabilité, fiscalité, audit et finance. Alors, pour sortir, Monsieur Tala, vous pouvez continuer à vous envoyer encore les messages. Nous avons encore un peu de temps qu'il est encore là. Alors, ils sont nombreux qui nous ont posé des questions. Il y en a qui veulent avoir votre contact. Ça signifie qu'ils veulent rentrer en contact avec vous. Et on a dit que dans vos missions, l'une de vos prérogatives, c'est également d'accompagner les jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer. Alors, comment est-ce qu'on fait pour entrer en contact avec vous? Ok, donc mon contact, il est simple. Pour ceux qui ont de quoi noter à la maison, vous pouvez prendre le 697. Voilà, le 697. 54. 69. 72. Ça, c'est mon WhatsApp. On va reprendre ça. 697. 54. 69. 72. Et nous sommes pour ajouter encore l'accompagnement que nous faisons également est d'ordre de comptable fiscal. Nous pouvons, n'est-ce pas, si vous n'êtes pas là pour avoir n'est-ce pas, embaucher un comptable, nous pouvons vous assister à travers le cabinet, n'est-ce pas, par rapport à votre comptabilité, nous pouvons vous tenir à déclarer vos impôts, vos CMPS. Absolument. Si vous n'arrivez pas à joindre M. Guitala, le rendez-vous des entrepreneurs, nous sommes là tous les jeudis, 16h30, 18h. Vous nous envoyez votre préoccupation, nous allons en référer à M. Tala. Alors, généralement, dans cette émission, c'est quand on veut y terminer que les messages commencent à pleuvoir. On vient de recevoir à l'instant 3 messages en un temps. Mais comme il nous reste encore exactement 4 minutes, on va courir. Hein? Bonsoir à vous, moi c'est Carole. Comment faire pour ouvrir un dépôt de bière? Et j'aimerais avoir le numéro de M. Tala. Bonne année à vous. Je pense que ça rejoint la question de Donald pour le dépôt de bière. Pour le numéro de téléphone, Carole, en fin d'émission, je vous redonne le numéro de M. Tala. Ou alors, à défaut, j'ai votre numéro. Je vais vous envoyer ce numéro par WhatsApp ou par SMS et vous aurez la possibilité d'aller le rencontrer pour qu'il puisse vous accompagner dans votre activité. C'est votre cadeau de bonne année. Bonsoir, monsieur, s'il vous plaît. Quelles sont les étapes de création d'une entreprise? Oh là là. Si vous nous avez pris en début d'émission, nous sommes revenus là-dessus. Mais je vous invite à regarder le replay de cette émission, la rediffusion, samedi à 16h. Samedi à 16h, regardez la rediffusion de l'émission. Vous allez écouter toutes les étapes de création d'entreprise telles que formulées par M. Tala. Ou à défaut, vous allez sur la page Facebook Larissa Boaekao ou alors sur la chaîne YouTube Larissa Boaekao. Nous allons mettre cette émission en ligne et vous pourrez écouter, regarder et vous abreuver de tout ce que nous avons dit pendant ces 90 minutes. Mais si vous voulez toujours avoir plus amples informations, nous sommes en contact permanent avec vous. Vous avez notre numéro ou alors on se donnera rendez-vous pour l'émission de la semaine prochaine où on pourra répondre à cette question. Je suis créatrice de mode et je souhaite avoir une SAR. Je vous souhaite une très bonne et heureuse année à vous sur le plateau. Chancel Kameni depuis Jouvence. Merci Chancel Kameni, bonne année à toi et bon courage dans
ton projet. On va lui dire bon courage. Tout à fait. Elle est créatrice de mode. Tout à fait. Si elle veut ça, c'est pas un souci. Si elle s'approche, on pourra l'aider. Voilà. Si elle s'approche, on pourra l'aider. Bonsoir à vous. Ma question est de savoir, ayant un budget, est-ce que M. Talla peut me proposer un projet en fonction de mon budget? On n'a peut-être pas parlé de ça. C'est pas tout le monde qui a l'idée de projet. Tout à fait. Alors, nous avons encore 2 minutes. Tout à fait. Bon, pour ce qui est n'est-ce pas, du projet que vous avez, on peut essayer d'échanger avec vos fonds. Vous pouvez vous-même commencer par nous dire. Parce que pour se lancer dans un projet, il faut quand même avoir... Non, lui, il n'a pas de projet. Tout à fait. Donc, vous pouvez donc venir. Il a l'argent, il n'a pas le projet. Vous pouvez venir, on vous propose. On essaie de vous expliquer comment vous donne la démarche à suivre pour que ça puisse être réalisé. Donc, dans votre expertise, vous avez plusieurs projets. Vous avez des projets que vous pouvez proposer. Voilà. Donc, vous avez la réponse à votre question. Vous allez vous rapprocher de M. Talla. Et en fonction du budget dont vous disposez, il pourra vous faire des suggestions de projets. Voilà. Mesdames et messieurs, nous arrivons au thème de notre émission. Ça a été très intéressant. Ça a été un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle année. Monsieur Talla, alors est-ce que vous avez passé un agréable moment à notre compagnie? Vraiment, monsieur Armstrong, vraiment, je suis émerveillé. Donc, je ne peux pas en dire le contraire. Je ne sais pas si ça va être comme ça. Donc, je suis vraiment émerveillé. Beaucoup de courage à vous. Voilà. De continuer toujours, n'est-ce pas, d'œuvrer pour que nos frères puissent être édifiés par rapport à la question d'entreprise. Donc vous êtes disposé à revenir? Toujours. Franchement, moi j'étais émerveillé. Lorsqu'on vient, lorsqu'on est bien accueilli, lorsque tout se passe bien, lorsqu'on nous laisse échanger, n'est-ce pas, dans une atmosphère qui est vraiment serein, mais pourquoi ne pas y revenir? Alors un dernier mot à l'attention de tous ces nombreux téléspectateurs qui nous ont posé des questions, qui veulent vous rencontrer pour un accompagnement, et ceux qui ne nous ont même pas regardé mais qui nous regarderont en rediffusion, ou alors qui ont regardé mais qui n'ont peut-être pas eu la présence d'esprit de poser des questions. Alors, quel serait votre dernier mot, Monsieur Guy Talla? Ok, monsieur Armstrong, je vous remercie. N'est-ce pas, ce que je vais dire pour sortir, c'est que évitez souvent de croire que avoir une somme peut-être de 5 millions et aller acheter, je ne sais pas quoi, des marchandises et ouvrir, n'est-ce pas, et prendre le local et louer et entrer dans cette entreprise va vous pousser au sommet. Évitez de croire, de penser à ça ainsi. Dans l'entreprise, c'est toute une science. Donc pour mettre une vue sur place, il faut vraiment respecter des étapes que j'ai énoncées plus haut. Bien que le temps ne nous a pas permis d'aller en profondeur, je vous conseille juste de chaque fois que vous avez un projet, soit vous cherchez quelqu'un qui va vous accompagne, soit si vous êtes assez outillé, vous essayez de bien mieux votre projet, de faire des études avant de vous lancer. Parce que c'est de lancer un projet où on investit finalement après une année ou après quelques mois on fait. Du coup, les fonds ne sont pas facilement renouvelables pour se lancer davantage. Quand on lance les fonds, on veut les fructifier pour devenir comme, n'est-ce pas, les grandes structures, n'est-ce pas, que nous voyons aujourd'hui. Ils n'ont pas toujours, ces structures, elles n'ont pas toujours commencé là où elles sont. Là, elles ont commencé, n'est-ce pas, au bas de l'échelle. Au petit Donc, niveau. du coup, je vous dis, il faut juste avoir une aversion au risque. Investir, c'est avoir une aversion, n'ayez pas peur de perdre. J'aime bien cette phrase. Investir, c'est avoir une aversion au risque. Investir, c'est avoir une aversion au risque. Nous avons parlé du risque ici dernièrement. C'est ça. Alors, on sort avec 2 souhaits. Bonne année à qui? On dit bonne année à qui? Bonne année à mon épouse qui est à la maison, qui me suit, Madame Talla. Madame Talla. Bonne année, Madame Talla. Oui, et mes enfants, Tchakounte et Noubi. Les petits Talla. Tout à fait, les petits Talla. Et aussi à toute ma famille. À toute la famille. Merci à vous, Monsieur Talla. Merci à toute l'équipe de production de MyTV Channel pour notre rentrée des classes. Je pense que nous avons été à la hauteur. Quant à moi, mesdames et messieurs, tout ce qui me reste à vous dire, c'est une fois de plus vous renouveler mes souhaits de bonne et heureuse année 2022 et vous inviter à rester connectés, scotchés au programme de MyTV Channel et plus particulièrement au rendez-vous des entrepreneurs. C'est tous les jeudis. 16h30, 18h en direct, en replay les samedis à partir de 16h sur Facebook Larissa Boyekao, sur YouTube Larissa Boyekao également. Et vous êtes dans notre liste WhatsApp, nous communiquons régulièrement avec vous. En espérant que vous avez passé un agréable moment à notre compagnie, mesdames et messieurs, ne zappez pas, restez sur les programmes de MyTV Channel. Rendez-vous jeudi prochain, même chaîne, mais peut-être avec un autre invité. Ciao, bonsoir.